chers amis téléspectateurs, auditeurs du magazine Un livre, 1000 idées. Nous voici une fois de plus pour échanger sur un livre qui va vous intéresser et qui va intéresser surtout nos amis jeunes, puisqu'il est adressé surtout aux jeunes. Il a pour intitulé L'amour par téléphone, je ne t'aime plus. Et la personne qui l'a écrit, c'est monsieur Polycarpe Kumba, quelqu'un que vous connaissez bien. Il est enseignant d'université, il est également écrivain. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que c'est avec lui que nous allons pouvoir échanger. Bonjour monsieur Polycarpe et bienvenue. Bonjour Jean-Marc, je suis très content d'être reçu chez les Paulines encore une fois de plus. Alors, vous avez écrit L'amour, je ne t'aime plus aux éditions Étoile, Lubumbashi 2003. L'amour par téléphone, je ne t'aime plus. C'est quoi le choix qui vous a poussé à opter pour le titre L'amour par téléphone, je ne t'aime plus? Bon, ce qui est vrai, le choix du titre L'amour par téléphone, c'est tout simplement à commencer par vous-même, Jean-Marc. Vous aimez le téléphone au point où il a créé en vous une addiction, tout simplement pour dire que vous ne pouvez plus vous en séparer. Tout le monde est accro au téléphone. Donc il y a d'abord un amour du téléphone, mais ici nous parlons de l'amour par téléphone. C'est-à-dire le téléphone devient un moyen par lequel les gens échangent leur amour. Mais le sous-titre, je ne t'aime plus, c'est écrit je ne t'aime plus. Ah, ce sont des erreurs que nous commettons souvent lorsque nous écrivons des textos. Il y a des petites erreurs qui glissent, et surtout si l'on est sous émotion. C'est-à-dire que celui qui a écrit je ne t'aime plus, au lieu de je ne t'aime plus, était sous émotion. C'est pourquoi mon roman commence par colère bleue. C'est la première phrase. Colère bleue, c'est-à-dire qu'il a écrit sous émotion. Au lieu d'écrire je ne t'aime plus, il a écrit je ne t'aime plus. À vous les littéraires d'interpréter, parce qu'on peut aimer comme une pluie. La métaphore peut venir s'insérer dans cette littérature, monsieur. L'épigraphe qui, à mon avis, résume le roman. Ah bon? Ah oui, d'une part. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est comme à la fois une interpellation et une mise en garde pour notre jeune génération. C'est que nous sommes le produit de ce que nous avons reçu. Tout à fait. Alors, comment vous expliquez, parce que je vous ai vu étonné, vous avez mis à la place cette épigraphe, comment c'est venu, le choix d'ailleurs de cette épigraphe. Et je rappelle aux amis téléspectateurs que l'idée de l'épigraphe est la suivante, je cite: le subconscient est un entonnoir qui régurgite tôt ou tard tout ce qu'il a ingurgité. Et bien, l'auteur de la dite pensée, c'est monsieur Polycarpe Kumba. Si le subconscient est un entonnoir qui régurgite tout ce qu'il a ingurgité, c'est tout simplement sur le plan psychanalytique ou psychologique que tout se paie ici-bas. Le subconscient est un entonnoir, comme je l'ai dit, c'est-à-dire un fût qui se remplit au fur et à mesure. Tout ce qu'on nous fait du bien se trouve dans le subconscient. Surtout ce qu'on nous fait de mal se trouve dans le subconscient. Le subconscient garde et à un moment donné, il va régurgiter. Il va vomir tout ce qu'il a ingurgité. Autrement dit, nous refoulons souvent quand on nous a fait du mal. Après, nous sommes obligés de nous défouler. Et quand nous nous défoulons, nous nous sentons bien. Voilà pourquoi il est intéressant de laisser quelqu'un pleurer, par exemple, un mort, parce qu'il est en train de se défouler. Il faut laisser quelqu'un, par exemple, jaser, crier de colère, tout simplement parce qu'il cherche à être en bonne santé par le fait qu'il s'est défoulé. Mais entrons dans notre roman. Quelqu'un a trahi. Mais il ne va
que vivre les fruits de sa trahison. Qui trahit sera trahi. Probablement, c'est le résumé de cette épigraphe. Monsieur Polycarpe, l'amour par téléphone, est-ce un devoir de mémoire? Puisqu'à l'intérieur, on se rend compte que vous rendez hommage et vous faites découvrir d'autres jeunes qui ne connaissent pas ces savants, ces grands de la littérature congolaise. Je l'ai cité, le prof Ndongo, il y a le prof Julien Kilanga, il y a beaucoup de personnages, non seulement de la RDC, mais aussi de la négritude. Est-ce que c'était pour vous un devoir de mémoire de faire connaître aux gens ces têtes pensantes? Oui et non. Oui, tout simplement parce que ce qui est vrai, c'est que beaucoup de jeunes ne connaissent pas les savants congolais. J'ai cité tous ces grands professeurs. C'est un devoir de mémoire, c'est pourquoi j'ai dit oui, parce qu'ils nous ont laissé des pensées mémorables. Pensées mémorables que j'ai traduites d'ailleurs dans mon dictionnaire de thémacitatologie que j'ai publié en 2020, où il y a 1627 citations des savants des Congolais, je cite Julien Kilanga Moussindé, Yves Moudimé, Ngandou Kachama et Georges Ngal. Tous encore vivants, j'ai voulu leur rendre un certain hommage. C'est pourquoi je suis lié pratiquement à tous ces grands-là. Je suis lié à leurs pensées. C'est vraiment un devoir de mémoire. Mais aussi, toute personne qui a marqué un passage et le jour dans un domaine, je pense que c'est notre devoir, naturellement, de lui rendre hommage. Et ça, c'est très important. Parce que la communauté internationale a déjà qualifié tous ces personnages-là de savants. De savants tout simplement parce qu'ils se sont distingués dans leur carrière d'enseignants, leur carrière de littérateurs, d'écrivains, ainsi de suite. Je voudrais associer aussi à cette liste tous nos grands-parents qui ont vécu pratiquement dans l'anonymat. C'est pourquoi mon roman est jonché de beaucoup de petites histoires qui viennent s'enchevêtrer à l'histoire principale. Voilà, d'une façon ramassée, comment je peux aborder cette question. Et le cadre de la narration est connu. Mais attention, très cher lecteur, parce qu'il est entre les réels et l'irréel. Et il y a un point que vous avez souligné, parce que vous parlez de beaucoup d'autres choses à l'intérieur du roman. Il y a comme de digressions que vous faites, mais dans un ordre très bien précis qui vise à susciter l'esprit de curiosité auprès du lecteur. Et il y a une partie que moi j'ai beaucoup aimée, je l'ai d'ailleurs souligné au départ, vous êtes enseignant à l'université, et vous l'avez d'ailleurs souligné, mais c'est dans une métaphore à couper les souffles. Et pourquoi M. Polycarpe ne pas partir directement droit au but en nous disant j'ai dénoncé telle chose, tel méfait, telle antivaleur. Il a préféré y aller par, on dirait, par les dos de la cuillère, en utilisant des métaphores. Ah oui, c'est vraiment plein de métaphores dans ce roman, parce qu'il fallait parler de l'amour. D'ailleurs, certains ont condamné mon style. Je sais que vous allez y arriver. J'utilise là-dedans la papaye, les paix, ainsi de suite, et des petits contes qui traduisent toujours comme allégorie ce que j'ai voulu dénoncer. Effectivement, je dénonce pas mal de choses dans ce roman. L'usage du téléphone nous a amené pratiquement un comportement vicieux. Vicieux tout simplement parce que le téléphone nous en donne l'occasion. Voyez-vous, quelqu'un est marié, mais dans son téléphone, vous allez trouver 36 excellences, comme nom. Excellence, monsieur tel, monsieur tel. L'histoire, je pense que vous êtes passé par là. Et quand il a oublié son téléphone à la maison, madame,
s'en est saisie parce qu'elle n'a jamais touché ce téléphone-là. Elle commence à déballer le répertoire. Elle constate qu'il y a 36 excellences, monsieur le ministre. Mais quand elle compare le nombre d'excellences du téléphone et les ministres qu'il y a dans son pays, elle constate que le nombre de ministres est de loin inférieur que celui d'excellence qu'il y a dans le téléphone. Et alors elle commence à appeler, elle appelle, monsieur répond, et à un moment donné, c'est une dame qui répond. Ah, elle est curieuse, elle dit non, c'est moi tel qui vous appelle, est-ce qu'on peut se rencontrer à l'hôtel tel? C'est comme ça que les deux dames se sont rencontrées et la guerre a commencé. J'ai arrêté cette histoire à ce niveau-là. Donc le téléphone nous a donné bien sûr l'occasion de communiquer, mais nous-mêmes qui l'utilisons, parfois nous avons beaucoup de déviance. C'est tout ce que j'ai voulu dénoncer dans toute cette métaphore. Merci de les avoir découvertes. Il y a également un flashback en arrière. Vous nous ramenez dans votre vie de jeune, sans pouvoir le dire, parce que tout écrivain, quand on pose cette question, est-ce que vous parlez de vous? Beaucoup disent généralement. C'est le fruit de l'imagination. Justement. Alors, il y a des contes, c'est vraiment trop intéressant. Aujourd'hui, vous êtes observateur de la société. Quelle est la place du conte aujourd'hui par rapport à vous qui avez vécu 30, 40 ans en arrière, ce que vous avez vécu et ce qui se passe aujourd'hui dans notre société? Quelle est la place du conte? Parce qu'on voit que le conte occupe une très grande place d'ailleurs même dans le roman. Il permet de faire passer des messages vraiment très forts et importants. Quelle est sa place aujourd'hui dans notre société? Bon, à mon avis, le conte a toujours sa place. Moi-même, monsieur Jean-Marc, chaque jour à 21h, il y a prière chez moi à la maison. Mais qu'est-ce que je fais? Nous lisons la Bible dans ma langue maternelle. Wow, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai compris que mes enfants ont du mal à parler la langue. Même si nous la parlons avec madame, il y en a qui ont vécu un bout de temps au village et qui sont venus pratiquement grandir à Lubumbashi. Mais ils ont honte de parler la langue maternelle. Alors je me suis dit, une façon de la leur imposer, c'est de la parler autour de la prière. À 21h, nous prions. C'est à cette occasion que je lance certains proverbes de ma langue, pour que les enfants puissent les maîtriser. C'est à cette occasion que je compte parfois. J'ai un petit conte, je vais le relater devant, à l'occasion de la prière, devant mes enfants. Mais il faut voir, monsieur Jean-Marc, quelle est l'attention que portent les enfants au conte. Ils sont tous scotchés à mes lèvres, très attentifs. Et quand je finis, il y en a même qui disent, papa, est-ce qu'il y a moyen de continuer? Donc le conte a toute sa place, surtout que c'est raconté dans la langue originale et originelle. Très très important. Alors, ici à Lubumbashi, allez dans certaines familles poser la question qu'on vous compte les contes, permettez, qu'on vous compte les contes dans la langue maternelle, et même les contes qu'il y a dans les livres ici en français, c'est un genre très très négligé. Tout simplement parce que nous-mêmes, parents, nous n'avons pas voulu léguer ce patrimoine culturel à nos enfants. Donc, le conte a encore toute sa place. C'est à nous de lui donner encore beaucoup de place dans notre vie, dans nos familles, partout où nous passons, de sorte que ce genre ne se meurt pas. J'ai même des propositions que j'ai faites à l'association culturelle Boulouba et Bukata, parce que c'est ma langue. Je leur ai dit ceci, que c'est mieux, dès qu'ils ont trouvé, par exemple, une chaîne de radio, par exemple à Kyondo, le soir, autour du feu, on peut commencer à raconter de petites histoires qui peuvent donner des enseignements à cette jeunesse qui est en train pratiquement de se mourir. Ils sont en train de regarder de petits films, des bandes dessinées qui viennent de la Chine, de l'Inde, sans savoir que ces gens-là ont traduit leurs contes
en bande dessinée, ils ont traduit leurs contes en film, ainsi de suite. Et petit à petit, c'est notre culture qui en souffre. Donc le conte a toute sa place. D'ailleurs, vous, comme étudiant en lettres, je vais vous prier de rédiger, d'écrire quelques contes en recueil, au besoin dans votre langue maternelle. Alors, nous sommes de plein pied dans le roman, puisque oui, on a parlé de contes. Dans l'histoire amoureuse de M. Patrick et sa dulcinée Massengo, il y a un téléphone extraordinaire. Oui. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça, le téléphone ancestral. On n'a pas besoin de réseau, on n'a pas besoin d'unité. Non. Il suffit simplement d'être initié. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, nous tendons vers l'acculturation. On a tendance à s'approprier la culture qui vient d'ailleurs et de régner la nôtre. On se dit, bon, il est assez trop villageoise. Et même d'ailleurs, parlant de la langue, aujourd'hui, voir un jeune qui parle en langue ancestrale, sa langue maternelle, ça fait honte, on dirait, non, la personne est villageoise, etc. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces téléspectateurs et aux auditeurs qui nous regardent et ceux qui nous suivent à la radio, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à cette tendance de vouloir s'approprier la culture qui vient d'ailleurs et de régner la nôtre? Oui, merci beaucoup pour cette question. Je suis très content de votre décryptage parce que vous avez lu avec attention ce roman. L'histoire tourne autour de Patrick et de Massengo, sa dulcinée, qu'il a laissé au village. Patrick a laissé sa fiancée au village et il est venu en ville pour ses études. Comment communiquer? Il fallait le faire par un téléphone ancestral. C'était juste une flûte ancestrale qui, avant de s'ouvrir et de faciliter la communication, devrait passer par une formule, j'allais dire d'incantation. Alors, pourquoi j'insère tous ces aspects dans ce roman? C'est tout simplement pour valoriser notre culture, pour dire que les Africains à l'époque pouvaient communiquer comme on le fait aujourd'hui. Communiquer sans se voir, c'était possible. Mais c'était tout simplement les initiés qui pouvaient y accéder. C'est comme aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que pour communiquer avec ce téléphone, il faut être monsieur tout le monde. Non, il y en a qui ne savent pas toucher le téléphone Android, tout simplement parce qu'ils ne sont pas initiés. Donc partout, il y a un facteur. C'est quoi? C'est l'initiation. Il faut être initié pour utiliser un téléphone. Alors, les jeunes d'aujourd'hui qui ne veulent pas parler leur propre langue, qui ne veulent pas adopter leur culture, moi je pense qu'ils sont tout simplement déphasés. Et la plus grande erreur vient de nous-mêmes. Si pour utiliser le téléphone d'aujourd'hui et celui ancestral, il fallait une certaine initiation. Alors, acceptons d'être initiés de tous les deux côtés. Et qui va initier qui? C'est toute la question. C'est toute la question. C'est pourquoi, M. Jean-Marc, nous qui avons vécu au village pendant un temps et sommes venus en ville, nous avons une culture pratiquement double. Tout simplement parce que nous savons nous adapter partout, mais ceux qui sont nés en ville ont des problèmes. Ils ont des problèmes, c'est comme ça qu'ils ne peuvent pas être acceptés par n'importe qui. Et nous allons toujours crescendo. Crescendo, c'est-à-dire nous continuons à perdre encore notre culture, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Qui va arrêter qui? C'est la question. C'est vous, intellectuels, qui pouvez permettre aux autres d'arrêter et de changer de direction. Notamment avec ce roman, ceux qui le liront avec attention vont trouver vraiment qu'il faut être un homme métissé. Un homme métissé, pour paraphraser Léopold Sédar Senghor, est celui qui sait utiliser toutes les deux cultures. La culture originale ou ancestrale et la culture moderne, les deux doivent aller de pair. Pour votre gouverne,
Si les colonisateurs ont pris nos statues, ont pris toutes nos œuvres et sont allés les cantonner à Tervuren et tous les musées du monde de grande renommée que vous connaissez, quelle est l'importance? L'importance, c'est qu'ils valorisent encore la culture ancestrale. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas la valoriser. C'est vraiment dégueulasse, permettez-moi d'utiliser cet adjectif-là. C'est dans ce sens-là que je pourrais accéder à cette question. Et aujourd'hui, nous sommes dans un autre monde, en plein tournant vers la mondialisation avec une technologie de pointe, dernier cri. Aujourd'hui, avec le téléphone, on ne va pas que communiquer avec l'autre, il y a des appels vidéo que l'on peut faire, et il y a également de l'intelligence artificielle. Alors cette question, je vous la lance en tant qu'enseignant cette fois-là, parce qu'aujourd'hui, nous avons des applications, des sites où beaucoup d'étudiants, de jeunes étudiants en tout cas, ne fournissent plus d'efforts pour travailler par eux-mêmes, mais il suffit juste de dicter à l'application, j'ai tel travail de dissertation et le résultat. Voilà. Et quel est votre point de vue en tant qu'enseignant par rapport à cette technologie? Ce qui est vrai, l'intelligence artificielle est à notre service. La question est de savoir qui a inventé cette intelligence artificielle. Pourquoi l'appelle-t-on artificielle? C'est qu'il y a une intelligence naturelle qui est au-delà de l'intelligence artificielle. C'est vrai que l'intelligence artificielle a facilité toute chose. Je me rappelle, j'étais en contact avec un étudiant qui m'a approché de son ordinateur. Il dit non, on peut écrire tout ce que vous dites. Et je parlais comme je parle ici et l'ordinateur était en train de saisir le tout. Bon, vers la fin, on vérifie le texte. Il n'était pas littéraire. Voilà. Donc le texte n'était pas littéraire. Il fallait la touche particulière d'une personne humaine pour rendre beau ce texte-là. Donc, vous allez vous poser cette question. Pourquoi l'intelligence artificielle? Pourquoi le machinisme? Vous vous rappelez, en 6e année, vous aviez étudié un texte intitulé « Le procès du machinisme ». Quel est le procès du machinisme? C'est que le machinisme et l'intelligence artificielle permettent de produire des œuvres de la même manière, sans changement. Il n'y a pas d'art là-dedans. Donc l'originalité manque. Si vous demandez à l'intelligence artificielle de vous produire un texte, il va le produire de plusieurs manières, de la même manière. Alors, il n'y aura pas d'originalité. Or, cette originalité, c'est tout ce qui est recherché. C'est ce qui amène l'art dans tout ce que nous faisons. Qu'il s'agisse des œuvres artistiques, des œuvres littéraires, des œuvres scientifiques même, il faut la touche d'une personne humaine pour que l'originalité puisse ressortir. Donc, je conseille à ces jeunes-là d'utiliser l'intelligence artificielle comme étant un moyen de faciliter la vie, mais il ne faut pas qu'ils oublient que toute machine s'appelle réellement machine. Et la machine ne peut pas produire quelque chose de deux manières différentes. C'est difficile. Il faut de l'art. Cet art ne peut venir que de l'inspiration et de l'originalité d'une personne humaine. Voilà comment je pourrais donner une orientation de conseil à toute la jeunesse. Alors, M. Polycarpe, nous tendons petit à petit vers la fin de ce magazine. Qu'est-ce que les amis téléspectateurs de ce magazine et auditeurs devront retenir de l'amour par téléphone, Je ne t'aime plus? J'ai voulu présenter ce récit, ce roman, tout simplement pour attirer l'attention aux utilisateurs du téléphone. Je dénonce tout ce qu'il y a comme bévue, tout ce qu'il y a comme vice.
à travers l'usage du téléphone. Et au début, Monsieur Jean-Marc, vous avez dit que la cible, c'était surtout la jeunesse. Je voudrais dire pratiquement le contraire, parce que l'amour n'a pas de frontières. Ah oui. L'amour, c'est vraiment une vertu à laquelle tout le monde peut accéder. Ça, c'est le point de départ général. Mais l'amour dont je parle ici, c'est l'amour charnel. L'amour charnel qui vient transformer tout ce que le téléphone avait comme avantage en vice. Voilà pourquoi je présente deux personnages. Une fille qui s'appelle Masengo, qui est trahie par Patrick. Et vers la fin, c'est Masengo qui va trahir Patrick. Donc au début, Masengo est trahi par Patrick. Et vers la fin du roman, c'est Patrick qui est trahi par Masengo. Pour dire que le subconscient est un entonnoir qui régurgite tout ce qu'il a ingurgité. Et tout se paie ici-bas. Voilà comment je peux conclure ce roman. Merci beaucoup, Monsieur Polycarpe, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu partager avec nous pendant ces quelques minutes. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie, vous, Monsieur Jean-Marc. Je remercie la librairie Pauline qui va encore nous inviter pour nos prochaines productions. En tout cas. Vous l'avez très bien compris, très cher ami amoureux du livre, que c'est la fin de ce magazine. Si vous l'avez aimé, dites merci à l'équipe technique. Nous remercions la sœur Marie-Justine et ainsi que la supervision et la coordination générale de Monseigneur Adolphe Solochi. N'hésitez pas de faire un petit tour sur notre page YouTube, Un livre, 1000 idées. Si jamais vous ratez ce magazine, vous pourriez le suivre et partager avec des amis. Et d'ailleurs, nous venons de parler du téléphone. À l'aide de votre téléphone, vous pourriez partager ce magazine à des kilomètres à partir de Lubumbashi. Alors, nous vous disons merci et restez scotchés sur notre chaîne. D'ici et là, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Je te